Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Landrienne de la société E-Plan Belgique. On va maintenant parler de la nouveauté de la 2.9. À l'agenda, on va voir les nouveautés concernant la plateforme, les nouveautés concernant Electric P8, les nouveautés de la base de données, les configurations logicielles et validations, la licence, comment actualiser votre licence, et on va aussi parler du support. Dans cette vidéo-ci, on ne va pas parler de ProPanel, ni de pré-planning, et non plus de fluide. Alors, les premières nouveautés de la version 2.9, vous avez un nouveau dialogue ancrable pour l'édition des propriétés. On va le voir directement dans les plans. Alors, quand vous avez des données de plans, vous avez plusieurs symboles à traiter. Vous pouvez ouvrir dans Édition, Aperçu des propriétés. Et là, vous avez le dialogue pour l'aperçu de propriété. On peut bien sûr le déplacer. Je peux l'ancrer en haut ici. Je peux le mettre dans l'onglet avec l'espace graphique. Je peux le désancrer. Je peux le mettre plus bas. Je peux le mettre sur le côté. Donc, on peut choisir l'emplacement où on veut le mettre. C'est un petit peu comme le navigateur. Si je veux changer quelque chose, par exemple, je peux sélectionner 2 ou 3 symboles et je peux aller dans les propriétés indépendantes de la fonction. Et là, je peux rajouter une caractéristique technique, changer le texte de fonction. Donc, je peux mettre test 1, 2, 3 par exemple. Et là, donc, on va voir que toutes les données sont changées en même temps. Donc, je peux sélectionner ce que je veux. Je peux sélectionner 1, je peux sélectionner 2. Je peux sélectionner plusieurs dans ma page et faire un changement. C'est quelque chose qui va aller très vite et vous allez pouvoir gagner plus de temps. On peut faire la même chose avec le graphique. Donc, quand vous avez des dessins graphiques à éditer, à modifier. Alors, ici, vous allez voir que on est dans les propriétés indépendantes des fonctions, mais on peut aussi aller dans les formats, formater le graphique. Ici, on a accès de nouveau maintenant à d'autres propriétés. Par exemple, je peux changer la couleur qui était bleue. Je peux mettre noir. Donc, on va voir que les couleurs vont changer. Je peux changer le type de ligne, l'épaisseur de la ligne, mettre invisible ou pas. Donc, je peux changer plusieurs propriétés simultanément ici. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, on peut créer un nouveau schéma avec d'autres données. Si on veut rajouter encore plus ou enlever certaines informations, on peut toujours le faire en rajoutant, en supprimant des propriétés. Alors, développer simultanément toute l'arborescence dans un tableau. Quand vous avez un tableau, donc vous voulez ouvrir tout ça en même temps, on peut maintenant faire un clic droit et faire tout développer ou tout réduire. Alors, cette fonction-ci est valable dans l'objet de code de réservation, dans les connexions API et les composants API, ou alors dans les dialogues des propriétés de symboles graphiques. On peut aller le voir dans le symbole de propriété graphique. Je peux faire clic droit dans l'affichage, tout développer, ou alors je peux faire tout réduire pour avoir le résultat comme vous voyez. Bien sûr, je peux toujours ouvrir individuellement. Et si vous avez trop ouvert, vous voulez tout refermer, je peux simplement faire tout réduire. Vous avez aussi des nouveaux raccourcis clavier qui existent maintenant, notamment pour générer les évaluations, c'est CTRL-E, adresser l'API, CTRL-O, pardon, évaluer, actualiser les évaluations, évaluer le projet, traiter l'espace de travail, etc. Donc maintenant, vous avez tous les nouveaux raccourcis clavier pour tout cela. Alors, synchronisation des données de projet. C'est quelque chose qui est nouveau. Maintenant, c'est très facile de transférer les réglages d'un projet vers un autre projet. On peut aller le voir dans les plans.
Quand vous allez dans projet, organiser, vous pouvez aussi maintenant faire synchroniser. Donc, quand on est dans synchroniser, on peut synchroniser un projet vers un autre projet. Notamment ici, mon projet cible qui est la 2.9 et le projet source qui se trouve ESS Sample Project. Je peux aller chercher des informations comme les réglages du projet. Je peux aller chercher un réglage et je peux le transférer dans mon projet de la 2.9. Je peux aussi aller chercher les calques. Si dans un projet il y a des calques et dans l'autre il n'y a pas, je peux l'ouvrir le projet source et je copie le calque dans le projet cible. Je peux aussi aller prendre les propriétés qui existent. Donc, toutes les propriétés d'un projet qui ont été créées, ou n'importe quel type de propriété, je peux sélectionner et venir le mettre dans mon projet. Bien sûr, je peux activer le filtre pour voir s'il y a des différences ou pas. Et là, donc, je prends tout ce qui est différent, je remets dans mon projet cible. Si vous avez, par exemple, aussi des identificateurs de structure, des égales et plus qui ont été créés dans un projet et pas dans l'autre, c'est toujours possible de venir le chercher et venir le déplacer dans votre projet cible. Actualisation de la base de données du projet. Quand vous allez ouvrir un nouveau projet, un ancien projet de la 2.7, 2.8 dans la nouvelle version de la 2.9, vous allez avoir un message pour vous demander si vous voulez actualiser la base de données du projet. Si vous dites oui, le projet est actualisé puis ouvert, dans le même temps, une copie du projet va être faite et donc quand vous allez avoir un projet sauvegardé en ZW1. C'est un projet qui ne sera pas encore actualisé, donc le projet peut être ouvert dans l'ancienne version. Si vous n'actualisez pas le projet, celui-ci ne peut pas être ouvert dans la 2.9. Alors, on a aussi un nouveau bouton qui existe, reprise du projet. Quand vous faites un traitement automatique, vous allez maintenant pouvoir directement faire une actualisation de votre base de données du projet. Quand vous allez dans Utilitaire, traiter automatiquement, vous pouvez voir maintenant qu'il y a reprise de projet. Donc, dans la reprise de projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va optimiser une base de données du projet. Optimiser une base de données du projet, donc il va mettre le projet à jour. Donc, il va convertir le projet d'une ancienne version vers une nouvelle version. Quand est-ce qu'on va pouvoir le faire? Parce que s'il est là, donc ça veut dire qu'il est déjà converti en 2.9. Donc, ici, ce bouton-ci ne va pas nous servir actuellement. Si vous avez la version professionnelle, vous pouvez aller dans Projet Gestion. Et dans la gestion de projet, on peut par exemple aller sur des projets. Ici, j'ai des projets de 2.8 et des projets de 2.9. Je peux sélectionner mes projets de 2.8 par exemple, ou plusieurs projets. Et avec ces projets-ci, je peux faire clic droit et je peux faire traiter automatiquement. Et dans les traiter automatiquement, je peux faire une reprise de projet ici. En faisant ça, je fais OK. Donc, il va automatiquement actualiser mes projets et il va le transformer en 2.9. On a aussi une nouveauté concernant le copier-coller ou alors créer des macros. Quand vous allez créer des macros maintenant, vous allez pouvoir aussi changer la description, chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc, vous avez aussi la description de la page qui peut être modifiée. Et aussi, vous pouvez non seulement changer la description de la page, mais aussi adapter la structure. Alors, quand vous avez un projet, j'ai une page ici. Je peux mettre une boîte de structure pour dire que, par exemple, le lieu de montage est différent. Le lieu de montage, c'est A1, par exemple. Et maintenant, je peux faire simplement un copier-coller de ma page. Quand je fais un copier-coller, donc il me permet maintenant de mettre une description de la page. Je peux faire par exemple test 1 et je peux changer le nom de la page, page 4. Et donc, il va créer une nouvelle page, ça s'appellera page 4.
et la description de page sera test 1, donc ce sera plus test. Autre chose qu'on peut faire, on peut aussi modifier la structure du contenu de la page. Par exemple, dans ma page actuelle, j'ai un lieu de montage qui s'appelle A1, et là encore, je peux changer, remplacer A1 par exemple pour A2. Okay, donc quand j'arrive dans l'autre page maintenant, donc je peux voir que le lieu de montage a été changé, c'est A2, et je peux voir aussi que la description de page a été modifiée. Maintenant, c'est test 1. Alors, il y a une nouvelle sélection pour les destinations dessous dans le PDF. Maintenant, quand vous allez exporter votre projet dans le PDF, il y a un changement de comportement. Donc, vous allez voir qu'il y aura un cadre rouge qui clignote quand vous allez faire un saut. Donc, dans mon projet actuel, on peut voir qu'il y a une référence croisée ici. Et la référence croisée va à la page 2, colonne 4. Donc, je peux aller à la page 2, colonne 4. Donc, je vais exporter mon projet. Et je vais le mettre sur mon bureau. Maintenant, je peux aller voir mon projet sur le bureau. Alors ici, quand je vais sauter d'une page à l'autre, vous allez voir que vous allez avoir un petit clignotant qui apparaît. Donc il va sélectionner un petit carré rouge qui va clignoter pour vous dire à quel endroit est-ce qu'il va. Vous allez voir aussi qu'il n'y a pas de zoom. Donc, avant, c'était un réglage par défaut des plans. Donc il faisait automatiquement un zoom quand vous allez passer d'une page à l'autre. Maintenant, ce comportement-ci a été changé. Donc, il n'y a plus de zoom qui est fait. Donc, comme vous allez pouvoir le voir ici, donc, le réglage de zoom maintenant est désactivé par défaut. Le niveau de réglage maintenant est passé à 50 mm. On a aussi des sauts entre les fonctions principales et les fonctions annexes, notamment sur les plaques de montage 2D. Et on a aussi des liens avec le 3D. Alors, on a aussi des nouveautés concernant l'éditeur de code QR. Donc, on peut faire insérer graphique, QR code, et on peut aussi voir que maintenant, on a plus facile à travailler avec les liens hypertextes, notamment en appuyant sur CTRL. On va le voir. Quand vous êtes dans une page, on peut aller dans Insérer, graphique, et on peut mettre un code QR. Quand je suis dans mon code ici, je peux taper un lien www.eplan.be et donc automatiquement vous avez un QR code qui est créé. Pour l'ouvrir, vous pouvez faire clic droit, ouvrir le lien hypertexte, ou alors simplement en appuyant sur CTRL. En appuyant sur CTRL, donc on peut voir qu'il a ouvert la fenêtre E-plan ici. Autre nouveauté qu'on a, quand on va mettre par exemple un lien hypertexte ici, par exemple, je peux mettre aussi www.eplan.be. Donc, on peut voir que quand on va passer dessus, en appuyant sur CTRL, donc on va pouvoir le sélectionner et directement ouvrir le lien hypertexte. Encore une fois, donc on peut voir qu'il va encore ouvrir une fenêtre sur Internet.
Alors, on a aussi des nouveautés pour le QR code sur les pages d'évaluation, parce qu'on va pouvoir aussi afficher le QR code quand on va sortir notamment une liste de composants, une liste d'articles. On va pouvoir afficher un article et on va pouvoir mettre le texte de code de réservation qui va aussi être mis en tant que QR code. Et on peut faire aussi une reconnaissance automatique de liens hypertextes. Donc, on va le voir. Dans mon projet ici, je peux mettre un article qui s'appelle test. Dans mon article qui s'appelle test, je peux aller le chercher dans ma base d'articles. Donc ici, dans le numéro de type, j'ai mis une adresse pour pouvoir aller le rechercher. Et puis, je peux bien sûr sortir un rapport. Je vais sortir une liste de composants et je vais mettre dans ma page ici, comme ça on peut directement le voir. Et là, donc, on peut voir qu'il y a la page, la description, le type ici. On peut voir et en cliquant dessus, en appuyant sur CTRL, donc on va pouvoir aussi aller le rechercher sur Internet. Donc, vous allez voir aussi qu'il apparaît, donc il a encore ouvert une fenêtre sur Internet pour ça. Autre chose qui est possible de faire, notamment pour le formulaire, on peut ouvrir bien sûr le formulaire en question. Dans le formulaire, donc, ce que j'avais changé, c'est le numéro de type. Et dans le numéro de type, au lieu de mettre l'adresse Internet, je peux aussi afficher en tant que QR code. Okay. Et donc là maintenant, quand je vais actualiser mes données, maintenant j'ai un QR code qui apparaît. Et avec le QR code, donc de nouveau, je peux cliquer sur le QR code en appuyant sur CTRL. Donc je peux cliquer. Et là, il va encore ouvrir une fenêtre sur Internet. Alors, on peut aussi ouvrir des références croisées dans une nouvelle page. Quand on est dans les plans, ici, il y a une référence croisée qui apparaît dans les plans. Alors, on a une référence croisée qui apparaît ici. Simplement en cliquant dessus, Shift et CTRL, donc il va ouvrir un autre onglet avec la fenêtre. Comme ça, on peut avoir deux onglets ouverts en haut, l'un à côté de l'autre. Donc, simplement en appuyant sur Shift CTRL, je peux fermer ici. On appuie sur Shift CTRL, il va ouvrir un deuxième onglet avec la référence croisée. Alors, on a aussi des nouveautés concernant les dispositions des propriétés. Parce que maintenant, on a une toute nouvelle fenêtre. On peut changer plusieurs informations pour les dispositions des propriétés. Alors, quand je suis sur un symbole, ok, je peux, par exemple, changer le texte de fonction ici. J'aimerais bien le mettre en rouge. Sélectionne mon texte de fonction et je peux choisir rouge ici. Là, donc, on peut voir que notre texte de fonction a été changé. Vu qu'on a fait un changement, on peut maintenant l'enregistrer. Donc, je peux dire texte de fonction rouge. Maintenant, avec le texte de fonction rouge que j'ai créé, je peux maintenant ouvrir la fenêtre dans Données de projet. Et maintenant, on a un nouveau menu ici qui s'appelle Configurer les dispositions de propriété qui apparaît. Et là, on peut bien sûr aller chercher les différents symboles qui existent. Donc, on peut voir le texte de fonction rouge qui apparaît ici.
Si je veux l'utiliser par défaut, pour tous les symboles de la même famille, donc je peux cliquer sur standard. Donc à chaque fois que je vais chercher ce bouton-ci, ce sera cet affichage-ci qui va venir. Alors avec cet affichage-ci, ce qu'on peut faire aussi, on peut faire entrée multilingue, comme ça on peut le traduire dans plusieurs langues. On peut aussi vérifier s'il est utilisé ou pas. Donc dans ce cas-ci, je vais mettre 2 fois. Voilà. Maintenant ici, il est utilisé 2 fois. Je peux faire une recherche. Le texte de fonction. Et je peux contrôler s'il a été utilisé. Maintenant, quand je vais aller voir, donc on peut voir que le nombre de fois qu'il est utilisé, c'est 2 fois. Ça peut arriver qu'on a vu qu'il est utilisé 2 fois, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est utilisé. Dans ce cas-ci, donc on peut faire un clic droit et faire coller dans la liste de recherche. Et dans la liste de recherche, on va facilement le retrouver. Donc on peut voir maintenant, en cliquant dessus, où est-ce qu'il est utilisé, ou alors clic droit, atteindre graphique. Et là, on peut voir où est-ce qu'il est utilisé. Maintenant, j'aimerais bien ne plus l'utiliser. Je mets le réglage par défaut des plans. Je peux effacer dans la liste de recherche et je vais de nouveau faire une recherche pour voir s'il est utilisé actuellement. Donc je tape toujours le texte de fonction. Je contrôle l'utilisation pour voir s'il est utilisé. Maintenant, le nombre de fois qu'il est utilisé, c'est 0. Donc je sais que maintenant il n'est plus utilisé dans ce cas-ci, donc je peux faire supprimer les dispositions des propriétés non utilisées. Donc là maintenant il va pouvoir le supprimer parce qu'il n'est pas utilisé. Alors, on peut maintenant insérer une macro directement à partir du navigateur de macro, simplement en faisant glisser, déplacer. Alors, cette action-ci, on peut le faire dans un projet de macro, bien sûr, d'un projet de macro vers un autre projet de macro, d'un projet de macro vers un schéma de connexion, ou alors on peut le faire dans un projet de macro, on peut aller dans le même projet de macro. J'ai un projet qui est ouvert ici. Je vais chercher mon projet de macro et je peux ouvrir le navigateur de macro. De mon navigateur de macro ici, je peux aller chercher par exemple une alimentation et je peux venir le placer dans une page vide simplement en faisant glisser, placer. Et là, donc, j'ai ma macro qui est mise. L'avantage qu'on a, c'est direct, c'est instantané. On va chercher dans notre projet de macro, on glisse dans notre schéma normal, et là, on a notre macro. Le seul petit problème qu'il y aura, c'est que maintenant, si on vient sur le projet de macro et on fait une modification, ici, on ne va plus pouvoir faire actualiser la macro. Parce que quand on fait une actualisation de la macro, il va chercher dans le fichier de macro. Et donc, il va prendre la macro quand il a été créé. Donc, il ne va pas chercher directement dans le projet de macro. Si on fait actualiser ici, dans notre projet normal. Alors, on a maintenant des données qui est plus facilement modifiable. Notamment, quand vous allez dans la liste, on peut changer le nom de fichier, le répertoire et même le nom de la macro. Quand on va dans l'onglet liste maintenant, vous allez voir que ça a été étendu. Avant, on pouvait changer une seule chose. Maintenant, on peut changer le nom directement de la macro ici. On peut changer la description. Et on peut aussi changer le répertoire où se trouve la macro. Donc, dans liste, il y a de plus en plus de choses qui sont éditables. On va pouvoir aussi changer la variante. Si c'est une autre variante, on peut toujours venir modifier ici.
Alors, on a aussi des nouveautés dans l'objet de code de réservation. Maintenant, on peut remplacer un symbole par un autre symbole. Donc, on a une propriété qui s'appelle symbole. Une fois qu'on l'a utilisé, on peut faire le remplacement d'un autre symbole dans Eplan. Alors, quand je suis dans une page, je peux insérer par exemple un symbole. Avec mon symbole, je peux insérer un objet de code de réservation. Alors, autre nouveauté qu'on a maintenant aussi, c'est qu'on a des propriétés de projet dans l'objet de code de réservation. Donc, à partir de notre objet de code de réservation, on peut aller chercher des propriétés de projet, chose qui n'était pas possible avant. Et on peut aussi, bien sûr, aller chercher le symbole. Quand je vais dans valeur, maintenant je peux voir le symbole, la variable symbole qui est là. Et donc là, je peux mettre un nouveau jeu de valeur. Et dans mon jeu de valeur, je peux changer le symbole que j'utilise. Dans le premier, ce sera le bon. Dans le deuxième, je vais mettre une autre représentation et je vais faire un troisième avec encore une autre représentation. Alors, résultat ici, quand j'arrive dans mon objet de code de réservation, j'ai envie de changer. Je peux mettre attribuer le jeu de valeur. Et à partir de là, je peux changer, prendre un autre jeu de valeur. Là, on peut voir que le symbole ici change en même temps. Je peux prendre le 3. Je fais OK. On peut voir que les symboles changent en même temps. Alors, on a aussi une nouveauté dedans, parce que maintenant, on a l'onglet Réglages. Et ce réglage-ci peut être utilisé pour le code Jnien. Ceux qui ont code Jnien, donc il peut générer des schémas. Donc, c'est un objet, donc l'objet de code de réservation peut être utilisé dans code Jnien ou pas. Donc, on peut l'activer ou ne pas l'activer. Et on peut aussi supprimer une fois qu'il est généré. Comme ça, il n'apparaît pas dans la page qui est générée. Donc, dans l'objet de code de réservation maintenant, donc on a l'onglet Réglages qui est nouveau. C'est pour pouvoir l'utiliser avec le code Jnien. On a aussi, comme il y avait dans la macro, les nouveautés concernant les listes, comme on a vu avec la macro pour pouvoir faire la modification. Donc, toutes ces nouveautés-ci s'appliquent aussi pour les navigateurs API, navigateurs de câble, navigateurs de connexion, etc. Donc, on peut aller directement dans le navigateur, dans l'onglet liste et faire des modifications directement. Avant, tout était grisé, on ne pouvait pas faire des modifications. Maintenant, quand on va aller dans le navigateur de connexion, si on va dans l'onglet liste, on peut bien sûr faire configurer et rajouter des colonnes ou enlever ou supprimer des colonnes ou rajouter des colonnes. Et là, donc, on peut voir qu'il y a cet champ qu'on va pouvoir modifier directement ici. On peut dire quel type de connexion est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fil? Est-ce que c'est un pontage par barrette, pontage par fil? On peut donner une couleur directement d'ici. Et on peut donner, par exemple, le nom de potentiel. Donc, tout ça, maintenant, c'est libre quand vous allez dans l'onglet liste. Donc, c'est plus facilement éditable. Maintenant, vous avez aussi des infobulles pour le navigateur quand vous ne savez pas à quoi correspond telle ou telle icône. Donc, quand vous allez passer votre souris dessus, vous allez le voir qui va changer, qui va le mettre dans l'infobulle. Alors, quand vous allez changer la logique de raccordement dans une fonction, donc il y a une nouveauté, donc il y a un nouveau réglage, conserver la logique de raccordement lors de la modification de la définition de fonction. Donc, on peut voir aussi. Quand, par exemple, vous avez un symbole, et dans le symbole, il y a une logique. Vous allez dans l'onglet logique, on peut changer, par exemple, le type de raccordement. Je peux mettre, par exemple, raccordement direct. Okay, donc là, maintenant, on peut voir qu'il y a un changement. Et si je change la définition de fonction, je peux maintenant, par exemple, prendre une bobine générale. Donc, vous allez voir qu'il y a un nouveau bouton maintenant qui dit « Conserver la logique de raccordement de la fonction ».
en cochant ce bouton-ci, il va garder la logique que j'ai modifiée. Là, on peut voir que la logique est restée. Si je change, je mets par exemple autre chose, montage par barrette, et que je rechange de nouveau, mettre contact. Montage par barrette, et je change, je vais mettre un autre élément, par exemple ici, et je décoche ici le bouton. Vous allez voir qu'il a perdu maintenant la logique. Donc, quand vous allez changer quelque chose, donc vous pouvez cocher sur conserver la logique de raccordement de la fonction. Vous avez maintenant aussi un pré-réglage de filtre au niveau des connexions électrotechniques. Quand vous allez dans ce réglage-ci, option réglage projet, nom du projet, connexion et propriété, vous allez pouvoir mettre un numéro d'article. Quand je suis dans E-plan, quand on va aller dans le projet, connexion, propriété, et ici vous allez voir maintenant un numéro d'article. Donc vous allez pouvoir mettre un numéro d'article pour la connexion, pour le fil. Comme ça, pour chaque connexion, chaque fil que vous allez utiliser, même si vous n'avez pas mis une définition de connexion et un numéro d'article, il va automatiquement prendre cet article-ci par défaut. L'article que vous aurez mis ici. Alors, tenir compte des propriétés de connexion lors de changement de source et destination. Quand vous êtes dans E-plan et que vous avez placé un point de définition de connexion sur une ligne, vous allez voir que ici, vous avez inversé la source et destination. Avant, c'était possible de simplement le cocher pour qu'il inverse la source et destination. Maintenant, vous allez voir que c'est plus possible de le faire ici, c'est grisé. La seule façon de le faire, je peux appuyer sur I pour voir le point d'insertion, je peux sélectionner, aller dans données de projet, connexion, et on peut faire inverser la source et la destination. En faisant cela, maintenant, je peux voir que c'est bien coché ici. Maintenant, ce champ-ci, c'est fait seulement pour la lecture. On ne peut pas faire des modifications directement ici. Maintenant, on peut aussi sélectionner plusieurs points de définition de connexion et une fois qu'on a tout sélectionné, on va dans connexion et inverser. Et là, ça nous permet d'inverser plusieurs connexions en une fois. Réglage augmenté pour la numérotation de connexion. Donc, vous avez deux réglages en plus maintenant quand vous allez faire une numérotation de connexion, donc numérotation de fil. Vous avez données de la page de la fonction source et données de la page de la fonction destination. Quand on va aller dans notre réglage et faire une numérotation de connexion, vous allez voir que maintenant vous avez deux propriétés en plus, données de la page de la fonction destination et données de la page la fonction source. Effacer le point de définition de connexion sans connexion. Maintenant, c'est possible de faire une purge pour ne pas l'avoir. Parce que très souvent dans le schéma, ce qu'on peut retrouver, c'est que quelquefois, vous avez des points de définition de connexion qui sont placés un petit peu partout. Vous avez modifié votre schéma et puis vous avez placé votre point de définition de connexion ailleurs sur la page. Ici, c'est parce que j'ai appuyé sur I pour voir le point d'insertion que je le vois. Mais si j'appuie de nouveau sur I, je ne vais pas savoir s'il y avait un point de définition de connexion qui existait ici. Et ce point-ci ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'est pas connecté sur un fil. Si on fait une purge, forcément, donc il va pouvoir le retrouver et il va pouvoir simplement l'effacer. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau dans la 2.9. On peut faire une purge des points de définition de connexion sans connexion. Alors, on a aussi des nouveautés pour les gestionnaires de calque. Quand vous allez dans Options gestionnaire de calque, ça c'était quelque chose que vous pouvez faire avant. Maintenant, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est plus possible de passer par Options gestionnaire de calque.
La seule façon d'aller dans les gestionnaires de calque, c'est dans données de projet, gestionnaire de calque. Autre nouveauté dessus, c'est qu'on peut aussi faire maintenant une recherche de calque. On peut dire que voilà, je vais sélectionner ma page ou le projet, je vais faire une recherche de tel ou tel calque. Et là, il va l'afficher dans la liste des résultats de recherche. Une fois qu'on l'a retrouvé, on peut faire une modification de l'attribution de calque. Donc dans mon projet, je ne peux plus aller dans Options gestionnaire de calque, ça n'existe plus. Donc il fallait dans Données de projet, gestionnaire de calque, et là je retrouve tous les calques. Par exemple, je peux aller sur le calque E-Plan 400 pour le placement de propriété, et à partir de là, donc je peux sélectionner une page, dire OK, dans cette page-ci, retrouve-moi cette propriété-ci. Et là, donc il va faire une recherche. Et là, quand il fait une recherche, donc vous allez voir qu'il a vu que le calque E-Plan 400, c'est pour la DDC, désignation de composants. Donc on peut voir qu'il a été utilisé 3 fois, pour les 3 symboles ici. Une fois qu'on l'a retrouvé, donc on peut aussi le rechercher et ensuite faire un changement. Donc imaginez que maintenant, pour la bobine ici, je n'ai pas envie d'utiliser le calque E-Plan 400, j'aimerais bien utiliser autre chose. Donc je peux de nouveau changer le calque, utiliser un autre calque à sa place. Et pour les calques, c'est comme un petit peu le navigateur, donc vous allez voir qu'on peut aussi le mettre à gauche, à droite. Je peux l'ancrer dans ma fenêtre ici, ou alors je peux l'ancrer dans l'espace graphique. Alors pour les calques maintenant, on peut aussi faire une traduction si on veut. Si on va dans la description de calque, on peut changer et faire une traduction pour la description. Alors, on peut aussi maintenant aller dans Données de projet et faire configurer les propriétés. Donc, c'est quelque chose qui a été changé. Avant, c'était dans Options, configurer les propriétés. Maintenant, il se trouve de nouveau dans Données de projet et configurer les propriétés du projet, ou n'importe quelle propriété. Donc, on peut le faire aussi dans la base d'articles. On va voir. Donc, avant, vous allez dans Options, ensuite, vous allez voir qu'il y avait pour les propriétés. Maintenant, c'est dans Données de projet. La configuration des propriétés se trouve ici, configurer les propriétés. On peut aussi faire la même chose pour les articles. Donc, si on va dans la gestion des articles, on peut aller dans Extra. Et on a configuré les propriétés ici. Donc, on peut faire une configuration pour les articles. Donc, par exemple, je vais mettre 1. Je peux l'appeler test, par exemple, ici. Et vous avez l'onglet propriété définie par utilisateur. Et là, donc, je peux aller chercher ma propriété qui existe. Une fois qu'il est là, je peux mettre des informations dessus. Maintenant, s'il n'est pas utilisé, donc je peux aller dans les configurer les propriétés. Et de nouveau ici, donc je peux aller dans liste pour voir s'il est utilisé ou pas. Contrôler l'utilisation. Donc là, maintenant, je peux voir qu'il n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé, donc je peux cocher ne plus utiliser. Et quand il n'est plus utilisé, dans ce cas-ci, je peux dire supprimer les propriétés qui ne sont plus utilisées. Donc, c'est plus nécessaire d'aller dans Purge pour l'enlever. Directement ici dans Extra, je peux l'enlever s'il n'est pas utilisé. Alors, traitement automatisé pour les projets qui sont protégés en écriture. Si vous ouvrez un projet et que le projet est verrouillé, avant, ce n'était pas possible de faire certaines opérations. Maintenant, c'est possible de faire une sauvegarde des données, c'est possible d'imprimer, c'est possible d'exporter en DXF, DWG, ou alors le sortir en PDF, ou même faire des étiquettes avec. Avant, une fois qu'il était bloqué, il était protégé en écriture, on ne peut pas faire tout ça. Alors, pour la base d'articles maintenant, quand vous allez passer votre base d'articles de la version 2.7, 2.8 ou version plus inférieure en 2.9, donc il va vous demander d'actualiser. Si vous dites oui, donc il va être actualisé et donc il va passer, la base de données va passer en 2.9.
Et s'il est en 2.9, vous allez toujours pouvoir l'ouvrir en 2.8, 2.7, 2.6, 2.5 et faire des modifications dans la base de données d'articles. Si vous dites non, la base d'articles n'est pas actualisée, mais on peut quand même visualiser les articles qu'il y a dedans. Donc on peut choisir un article, mais on ne peut pas, donc il ne va pas se mettre à jour, on ne va pas pouvoir modifier un article. Donc une sélection d'articles, c'est toujours possible. Mais c'est toujours recommandé, quand vous allez faire une modification de votre base d'articles, bien sûr, vous pouvez toujours l'ouvrir en 2.6 et faire des modifications d'un article, mais c'est toujours recommandé de travailler avec la version la plus récente. Donc dans notre cas ici, c'est la 2.9. Donc si vous avez une modification à faire sur un article, vous pouvez le faire directement de la 2.9. Alors, il y a aussi des changements dans la traduction. Quand vous allez faire maintenant des traductions, quand vous avez des chiffres, des nombres décimaux, donc il peut reconnaître les nombres décimaux, notamment si vous avez par exemple 12 vols. Avant, il n'y avait pas tout qui s'est traduisé, ou alors il traduisait juste une partie ou pas. Maintenant, c'est quelque chose qui a été amélioré dans cette nouvelle version-ci. Autre chose qui est changée dans cette version-ci, vous allez voir chaque fois partout dans vos schémas, dans vos propriétés, des icônes comme cela. Donc, quand vous voyez que ce n'est pas coloré, donc vous savez qu'il n'y a pas de langue additionnelle dedans. S'il y a une deuxième langue, donc on peut voir qu'il n'y a pas une seule langue dans le texte, il peut y avoir 2 ou 3 langues, ou voire même plus de langues. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans n'importe quelle propriété. Donc vous allez voir que maintenant, quand il y a un texte, donc on va pouvoir facilement identifier si c'est quelque chose qui est traduisible ou pas. Donc on peut voir ici qu'il est un petit peu gris, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de traduction. Si je vais rentrer dans Entrée multilingue et je vais mettre par exemple autre chose dedans, là il y a une traduction, donc il va changer de couleur. Donc il y a une traduction pour une deuxième langue dedans. Alors, sur la plateforme des plans, donc quand vous allez maintenant faire une sauvegarde de projet, vous allez aussi voir la description de projet qui sera affichée. Donc on peut voir qu'on peut mettre une description, ou alors on peut voir une description de projet pour dire qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est le contenu de cette description. Alors, vous avez aussi l'aperçu graphique. Donc, si dans votre aperçu graphique, vous voulez ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc c'est toujours possible en appuyant sur majuscule, contrôle, et vous faites un double clic, et là, il va ouvrir dans une autre fenêtre. Par exemple, ici, j'ai plusieurs pages. J'aimerais bien ouvrir une autre page. Donc, on peut simplement appuyer sur CTRL SHIFT, et là, donc, on peut voir qu'il va ouvrir une autre page. À chaque fois, il va ouvrir un nouvel onglet ici pour l'autre page. Et là, donc, comme ça, ben, j'ai 4 pages et donc j'ai 4 onglets qui sont ouverts ici, chaque page dans un onglet. Simplement, quand vous êtes dans l'aperçu graphique, vous appuyez sur Shift et CTRL, il va ouvrir un nouvel onglet. Alors, pour l'aperçu graphique, c'est possible de faire des tris de points de rupture directement. Donc, quand vous allez faire des tris de points de rupture, vous allez voir qu'il va l'afficher dans l'aperçu graphique. Quand vous êtes dans votre page, quand vous avez plusieurs points de rupture, par exemple, okay, on peut faire un tri de points de rupture. Alors, chaque fois qu'on clique dessus, donc il va montrer dans l'aperçu graphique où est-ce qu'il se trouve. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Et là, vous avez un meilleur contrôle et donc vous allez plus facilement pouvoir trier votre point de rupture en voyant où est-ce qu'il se place.
Alors, gestion de révision. Quand vous allez générer une révision, vous avez à chaque fois les marques de révision qui apparaissent. Même si vous les désactivez une fois, les marques de révision, vous allez recréer une révision. Avant, il apparaissait tout le temps. Maintenant, ce comportement-ci a changé. Donc, si on lance une révision, la première fois, il va apparaître, et puis les autres fois, si on l'a désactivé, il ne va plus apparaître. Alors, vous avez aussi des données, vous avez des nouveautés dans la partie électrique. Donc, maintenant, on peut voir, il y a des prises en charge pour l'échange entre TIA Selection Tool. Donc, c'est possible de le faire. Et on a aussi des prises en charge, par exemple, pour la version actuelle, donc Automation ML 1.1.0. C'est possible de le faire. Alors, autre chose qui est très important, qui a été changé, c'est pour les bus ports. Avant, quand vous utilisez les bus ports, donc vous avez des entrées, des sorties. Maintenant, on n'a plus tout ça. Donc, c'est plus utilisé. Vous avez simplement les bus généralité ou alors des bus raccordement switch. Quand je vais chercher, par exemple, un bus port ici, voilà, quand je le place, avant, vous avez plus d'options. Maintenant, quand je cherche dans la définition de fonction, on a seulement deux. Donc, seulement pour le bus généralité ou alors le bus raccordement switch. Nouveauté dans la base de données. Donc, dans les symboles, il y a certains symboles qui ont été rajoutés. Autre symbole qui est chouette, qui a été rajouté, je trouve aussi, c'est que vous allez voir maintenant qu'on peut mettre des contacts de puissance. Parce qu'avant, chaque fois, il fallait le redessiner 3 fois, mettre une petite ligne, sauvegarder dans une macro. Maintenant, ce ne sera plus nécessaire parce qu'on va pouvoir directement prendre des contacts de puissance qui existera déjà dans votre base de données. Alors, les configurations logicielles. Donc, pour la 2.9, il faut avoir le Net Framework 4.7 pour que ça fonctionne. Et bien sûr, si vous allez sur l'onglet eplan.help, vous avez aussi plusieurs informations concernant les différents systèmes d'exploitation qui sont approuvés par le logiciel. Donc, c'est quelque chose qui est en ligne, donc qui est souvent à jour. Donc, vous allez pouvoir vérifier quelles sont les configurations que vous avez besoin et quel type de système d'exploitation que vous avez besoin pour travailler. Vous avez différents types de stations de travail. Vous avez des configurations pour le serveur, pour les produits Microsoft qui peuvent être utilisés. Pour ceux qui ne travaillent pas avec SQL Server ou SQL Express, ils peuvent travailler avec le Access Runtime 2016 ou 2013. Pour ceux qui travaillent avec le SQL Server, différentes versions de PDF. Et finalement, on arrive à la procédure pour faire votre demande de licence. Parce qu'une fois que vous allez sur notre site, eplan.be, vous allez pouvoir aller dans l'onglet support. Dans l'onglet support, vous pouvez aller dans l'onglet téléchargement. Et dans téléchargement, il faudra mettre votre numéro de dongle et votre numéro client. Une fois que vous avez mis ces informations-ci, vous allez pouvoir bien sûr télécharger la version. Mais quand vous cliquez sur pour télécharger, vous allez pouvoir aussi créer votre code de validation pour la 2.9. Donc une fois que c'est fait, il va de nouveau vous demander votre numéro de dongle et votre numéro client. Et puis, vous allez arriver à cette fenêtre-ci. Et là, donc, si vous faites cliquer dessus, procède aussi to license update. Là, il va faire une mise à jour. Vous allez recevoir un mail avec votre nouveau EID. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez recevoir par email. Si jamais il y a un souci, ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours envoyer un mail à sales@eplan.be pour la Belgique, si jamais vous avez des problèmes avec ça. Une fois que vous avez reçu votre EID par mail, donc vous allez pouvoir démarrer Eplan. Quand vous allez démarrer Eplan, donc vous pouvez faire activation en ligne. Activation en ligne, vous mettez votre EID. Donc, une fois que vous avez mis votre EID, vous pouvez faire OK. Et là, donc, la licence va être activée. Là, vous allez voir qu'il va bien sûr mettre la 2.9 et ensuite les anciennes versions qui peuvent être utilisées.
Et pour finir maintenant, donc on va parler du support. Pour ceux qui ont des problèmes techniques, donc on veut toujours créer un compte pour le support, on veut créer un ticket. Donc vous allez dans le site eplan.be, dans l'onglet support, vous avez l'onglet ePlan Solution Center. Dessus, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez mettre votre adresse mail. Vous allez recevoir un autre mail avec un nom d'utilisateur, mot de passe. Et bien sûr, il faudra mettre votre numéro client. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir vous loguer, utiliser votre mot de passe que vous avez reçu et un nom d'utilisateur. Et là, vous allez pouvoir créer votre ticket si jamais vous avez des problèmes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.